La lumière filtrait à travers les vitraux de la cathédrale, peignant des éclats de saphir et de rubis sur l'allée immaculée. Élodie se tenait devant l'autel, une silhouette en soie et en dentelle, le poids de son héritage aussi lourd que la traîne de sa robe. Le parfum des lits blancs emplissait l'air, un arôme doux et suffocant qui lui donnait le vertige. À ses côtés, son fiancé lui sourit, un homme respectable, un choix logique mais dont le contact ne faisait pas battre son cœur. La voix du prêtre résonna sous les voûtes gothiques, posant la question fatidique qui suspendit le temps. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence sacré s'installa, un instant de pureté fragile, le dernier avant que le chaos ne s'abatte sur son monde. Ses doigts gantés se crispèrent sur son bouquet, une prémonition glaciale parcourant sa colonne vertébrale, un pressentiment que sa vie était sur le point de basculer de manière irrévocable. Les portes monumentales en chêne de Notre-Dame volèrent en éclats avec un fracas assourdissant qui fit trembler les fondations mêmes de l'édifice. Un cri collectif traversa l'assemblée, les invités se retournant avec effroi. Dans l'encadrement béant baigné d'une lumière crue qui le découpait comme une apparition infernale, se tenait un homme. Grand, impérieux, flanqué de gardes en uniforme sombre qui se déployaient avec une efficacité militaire, il incarnait une puissance brute et indomptable. Le prince Nikolai. Son nom n'était qu'un murmure dans les cercles les plus élevés, une légende de pouvoir et de mystère. La musique de l'orgue s'éteignit dans une plainte discordante, laissant place à une tension électrique. Ses yeux, sombres comme une nuit sans étoiles, balayèrent l'assistance avec un mépris glacial avant de se poser sur elle, et sur elle seule, la clouant sur place, le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre. Il s'avança dans l'allée, ses pas résonnant sur la pierre séculaire avec une autorité qui défiait le lieu saint. Il se déplaçait avec une grâce prédatrice, un loup dans une bergerie, ignorant les murmures horrifiés, les visages pétrifiés et le fiancé qui se tenait à côté d'elle, figé par l'incrédulité et la peur. Chaque pas qu'il faisait vers elle était un pas qui la ramenait dans un passé qu'elle avait cru avoir scellé. Car sous le titre de prince, sous cette aura de danger et de contrôle absolu, elle reconnaissait les yeux de l'homme qu'elle avait connu sous le nom de Sacha. L'homme qui, un an plus tôt, sur une île grecque, lui avait offert un amour si intense qu'il l'avait consumé, avant de disparaître sans un mot, la laissant en cendres. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, abonnez-vous pour vivre d'autres récits aussi intenses et n'hésitez pas à nous dire ce que vous ressentez. Arrivé à l'autel, il était une présence sombre et menaçante, au milieu de la blancheur virginale de la cérémonie. Sans un regard pour le prêtre abasourdi ou l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser, il leva une main gantée de cuir noir et souleva son voile. Le tulle délicat glissa, dévoilant son visage, et leurs regards se heurtèrent. Ce fut une collision silencieuse et dévastatrice, où une année de larmes, de colère et de désirs inavoués s'entrechoquèrent. Son contact sur sa peau était une brûlure, un rappel incandescent de tout ce qu'elle avait tenté d'oublier. « Tu viens avec moi ». Sa voix était un grondement sourd, un ordre qui ne tolérait aucune résistance, une sentence prononcée devant Dieu et les hommes. Autour d'eux, les flashs des téléphones crépitèrent, transformant son drame personnel en un scandale international, son humiliation la plus profonde en un spectacle viral pour le monde entier. Ses doigts se refermèrent sur son bras, une étreinte de fer qui ne laissait aucune place à la fuite. Élodie fut arrachée à l'autel, un hoquet de surprise lui échappant, alors que le tissu précieux de sa robe de mariée se déchira avec un bruit sinistre. Elle trébucha derrière lui, une poupée de chiffon traînée hors de son propre conte de fées, perverti. Les visages choqués de sa famille, les regards horrifiés de ses amis, tout se fondit en un flou indistinct et lointain. Il ne se retourna pas une seule fois, la guidant à travers le chaos qu'il avait lui-même orchestré, la sortant de la lumière sacrée de la cathédrale pour la jeter dans la dure réalité du parvis parisien. Là, un hélicoptère noir attendait, ses pales brassant l'air avec une fureur mécanique, une bête d'acier prête à l'emporter loin de sa vie, de ses choix, de sa liberté. La porte de l'appareil se referma dans un claquement sec, l'enfermant avec lui, tandis que Paris devenait sous leurs pieds une maquette scintillante et lointaine. Elle n'était plus l'héritière, ni la fiancée. Elle était sa captive, s'élevant vers un destin inconnu dans une cage dorée.
Il l'avait forcée à abandonner son mariage, à humilier sa famille, à renoncer à son avenir. Désormais piégé dans le silence assourdissant qui régnait entre eux, il ne lui restait que la violence de sa prise de possession. Il attendait sa reddition, son acceptation de ce coup du sort brutal. Mais alors que les tours sombres d'un château isolé se dessinaient à l'horizon, une seule question brûlait en elle. Une question qui allait remonter le temps et la forcer à affronter le commencement de leur histoire tragique. Comment en était-elle arrivée là, 1 an plus tôt, sur cette île grecque baignée de soleil? 1 an plus tôt, la vie d'Élodie était une symphonie de lumière et de liberté. Elle avait fui le faste étouffant de Paris pour l'anonymat ensoleillé d'une petite île grecque, un joyau brut posé sur le velours de la mer Égée. Là-bas, elle n'était pas l'héritière de la Croix, un nom qui pesait sur ses épaules comme une couronne de plomb, mais simplement Élodie. Ses journées étaient rythmées par le chant des cigales, l'odeur salée du vent et la chaleur du sable sous ses pieds nus. Elle lisait à l'ombre des oliviers, nageait dans des criques aux eaux cristallines et sentait pour la première fois le poids de son destin s'alléger. C'était une évasion, une respiration profonde après des années passées à suffoquer dans une cage dorée, une tentative désespérée de se trouver elle-même avant que le monde ne décide pour elle qui elle devait être. Elle croyait avoir trouvé un havre de paix, un instant suspendu avant le retour inévitable à ses obligations. C'est là qu'elle l'avait rencontré. Il ne s'appelait pas Nikolai, mais Sacha. Il n'avait ni titre ni garde du corps, seulement un regard d'une intensité troublante et des mains qui semblaient avoir été façonnées par le travail et le soleil. Il était une énigme, un homme sans passé apparent, dont la présence magnétique suffisait à faire taire le bruit du monde. Leur rencontre fut un hasard, une collision sur un sentier escarpé surplombant la mer. Il l'aida à se relever, et lorsque leurs doigts se touchèrent, une décharge électrique parcourut son bras, un avertissement silencieux que cet homme n'était pas comme les autres. Sa voix était grave, un murmure qui semblait porter en lui les secrets des profondeurs de l'océan. Il ne la regardait pas comme l'héritière, mais comme une femme avec une faim et une curiosité qui la déshabillaient de toutes ses défenses, la laissant à la fois terrifiée et étrangement vivante. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de passion dévorante, une parenthèse enchantée hors du temps et de la réalité. Avec Sacha, Élodie découvrit une facette d'elle-même qu'elle ignorait. Il lui apprit à naviguer sous les étoiles, à reconnaître le goût du vin local, à danser pieds nus sur le sable jusqu'à l'aube. Mais surtout, il l'écoutait. Il écoutait ses peurs, ses rêves d'une vie simple, son ressentiment envers un avenir déjà tracé. Dans ses bras, elle n'était plus une pièce sur l'échiquier de sa famille. Elle était une femme aimée pour son esprit et son cœur. Chaque baiser était une promesse, chaque étreinte un refuge. Elle lui confia ses secrets les plus intimes, se sentant en sécurité pour la première fois de sa vie. Elle était tombée amoureuse, un amour pur et total, sans se douter que l'homme à qui elle offrait son âme était une illusion magnifique et dangereuse. Puis, un matin, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut. Il n'y eut pas de mots d'adieu, pas d'explication, seulement le vide glacial de son absence et le parfum de son corps encore imprégné dans les draps. Le silence qu'il laissa derrière lui était plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Le même jour, la nouvelle tomba de Paris, un coup de fil de sa mère en larmes qui sonna le glas de leur monde. L'empire financier de son père, que l'on croyait invincible, s'était effondré. Des investissements risqués, des trahisons internes, et en quelques heures, leur fortune n'était plus qu'un souvenir. La chute fut brutale et publique. Les journaux à scandale se délectèrent de leur déchéance, publiant des photos de leur luxueux penthouse parisien saisi par les créanciers. En un instant, Élodie perdit tout, l'homme qu'elle aimait et le monde qu'elle avait toujours connu. L'année qui suivit fut un long et pénible apprentissage de l'humiliation et de la survie. De retour à Paris, elle échangea les robes de haute couture contre un travail modeste dans une galerie d'art, où son nom autrefois respecté suscitait désormais des chuchotements méprisants. La famille de la Croix était ruinée, mais pire encore, elle était écrasée par une dette colossale qui menaçait de détruire ce qui restait de leur honneur. Chaque jour était une lutte pour maintenir les apparences, pour protéger ses parents brisés du poids de la honte. C'est cette dette, ce fardeau invisible, qui devint sa chaîne. Elle était prête à tout pour sauver sa famille, pour effacer l'ardoise et leur offrir une chance de se reconstruire.
Sa vulnérabilité n'était plus seulement émotionnelle, marquée par la cicatrice de l'abandon de Sacha. Elle était désormais concrète, financière, un nœud coulant qui se resserrait un peu plus chaque jour. C'est dans ce contexte de désespoir qu'une proposition lui fut faite. Un mariage. Pas un mariage d'amour, mais une transaction commerciale, une alliance avec une famille fortunée qui voyait dans le nom de la croix un prestige que l'argent ne pouvait acheter. En échange de l'effacement de leurs dettes, elle devait épouser un homme qu'elle connaissait à peine, un homme respectable et prévisible, l'antithèse même de Sacha. C'est là, dans un petit café parisien où l'odeur du café chaud se mêlait à son angoisse, qu'elle se préparait à le rencontrer pour la première fois. Le contrat de mariage reposait sur la table, un document froid qui scellait son sacrifice. Elle se sentait vide, résignée à une vie sans passion, le cœur barricadé derrière des murs de devoir. C'était son unique issue, le seul chemin pour sauver les siens, un chemin qui l'amènerait, 1 an plus tard, à cet hôtel profané. Le silence dans la cabine de l'hélicoptère était une torture, un vide assourdissant où seul le vrombissement des pales et les battements frénétiques de son propre cœur existaient. Élodie fixait le profil de Nikolai, une silhouette taillée dans le granit, ses yeux rivés sur l'horizon qui s'assombrissait. Chaque minute de vol l'éloignait un peu plus de la femme qu'elle était, la projetant vers un abîme d'incertitude. Le château apparut enfin, une forteresse gothique surgissant de la brume comme une dent de pierre acérée, ses tours perçant un ciel de plomb. L'appareil se posa avec une précision déconcertante dans une cour pavée, balayée par un vent glacial qui s'engouffra à l'intérieur dès que la porte s'ouvrit. Nikolai la saisit par le bras, sa poigne inflexible la forçant à sortir, la traînant de la modernité brutale de la machine vers l'éternité menaçante de sa demeure. Elle n'était plus à Paris. Elle n'était plus nulle part, sinon dans son monde, sous sa loi. Ils traversèrent des couloirs immenses et silencieux, où leurs pas résonnaient sur le marbre froid, comme des coups de marteau sur un cercueil. Des portraits au regard sévère les suivaient depuis les murs lambrissés, témoins silencieux de son arrivée non désirée. La richesse des lieux était écrasante, mais dépourvue de toute chaleur, un mausolée de puissance et de solitude. L'air sentait la cire d'abeille, la pierre humide et le poids des siècles. Élodie sentait le tulle déchiré de sa robe de mariée s'accrocher à ses jambes, un rappel grotesque et douloureux de la vie qui lui avait été volée, il y a à peine 1 heure. Il ne lui adressa pas un mot, la guidant à travers ce labyrinthe de splendeur glaciale, avec une familiarité qui soulignait son propre statut d'étrangère, de trophée. Chaque porte qu'il franchissait était une barrière de plus entre elle et la liberté. Chaque couloir une distance supplémentaire creusée entre son passé et ce présent insensé. Il la fit enfin entrer dans un salon monumental, dominé par une cheminée en pierre, où un feu rugissant projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de livres anciens. Il la lâcha enfin, et la distance qui s'installa soudainement entre eux fut plus violente encore que son contact. Elle recula d'1 pas, se frottant le bras là où ses doigts avaient laissé une marque. Le silence revint, tendu à se rompre, chargé de toute l'amertume d'une année de deuil et de la fureur de l'humiliation publique. Il lui tourna le dos un instant, retirant ses gants de cuir avec une lenteur calculée avant de se retourner pour lui faire face. Ses yeux sombres et insondables la scrutèrent, non pas avec la tendresse de Sacha, mais avec l'autorité impitoyable du prince Nikolai. C'était un prédateur évaluant sa proie, un roi dans son royaume, et elle, une captive parée pour un sacrifice qu'elle ne comprenait pas. La colère, pure et incandescente, submergea finalement la peur. Sa voix, quand elle parla, était un murmure rauque, vibrant d'une rage contenue qui avait macéré pendant 12 longs mois. Pourquoi? Le mot s'échappa de ses lèvres comme un poison. Après tout ce temps, après m'avoir laissé sans un mot, sans une explication, tu reviens pour tout détruire, pour m'humilier devant ma famille, devant le monde entier? Qui es-tu pour te croire un tel droit sur ma vie? Elle fit un pas vers lui, le défi brillant dans ses yeux embués de larmes qu'elle refusait de verser. Tu n'es pas Sacha. L'homme que j'ai aimé n'aurait jamais fait ça. Tu n'es qu'un monstre, un lâche qui se cache derrière son titre et ses gardes. Dis-moi ce que tu veux de moi, et finissons-en. Chaque syllabe était une pierre jetée contre la forteresse de son calme apparent. Il ne scia pas face à son assaut verbal, son visage restant une toile impassible,
où aucune émotion ne semblait pouvoir prendre racine. Il s'approcha d'elle, réduisant la distance qu'elle avait tenté de maintenir, son ombre la recouvrant entièrement. Sa voix, lorsqu'il répondit, était basse, un grondement sourd qui fit vibrer l'air entre eux, une déclaration qui n'était ni une excuse ni une explication, mais un décret. Ce mariage était une erreur que je suis venu corriger. Tu n'aurais jamais dû te tenir à cet autel avec un autre homme, Élodie. Jamais. Il marqua une pause, ses yeux plongeant dans les siens, avec une intensité qui la cloua sur place. Parce que depuis cette île, depuis le premier jour, tu m'as toujours appartenu. Ce que j'ai fait aujourd'hui n'était pas une destruction, mais une réclamation. Je suis venu reprendre ce qui est à moi. Sa déclaration la frappa avec la force d'un coup physique, la laissant sans voix, le souffle coupé. L'arrogance de ses mots était si totale, si absolue, qu'elle en était presque irréelle. Pour lui, elle était un objet, une possession égarée qu'il venait simplement récupérer. Sa première impression de cet homme nouveau, ce prince, était celle d'un tyran magnifique et terrifiant. Pour lui, elle était la même femme passionnée et fière, mais désormais marquée par une douleur qu'il avait lui-même causée. Elle rejeta sa logique tordue d'un mouvement de tête, le défi revenant dans son regard. « Je n'appartiens à personne. » Mais il ignora sa rébellion comme on ignore le grondement d'un animal en cage. « Tu resteras ici jusqu'à ce que tu comprennes. Tu es dans mon château sur mes terres, et tu ne partiras pas tant que je n'aurai pas décidé que tu es prête à entendre la vérité. » C'était un ultimatum, pas une proposition. Elle était sa prisonnière. Les jours qui suivirent furent une guerre silencieuse, une danse macabre entre le geôlier et sa captive dans les couloirs infinis du château. Élodie refusait de plier. Elle répondait à son autorité par un silence de marbre, à ses ordres par une obéissance glaciale qui était en soi une forme de défi. Chaque repas partagé dans la salle à manger caverneuse était un champ de bataille où les regards se croisaient comme des épées, où le bruit des couverts sur la porcelaine était le seul son qui rompait une tension palpable. Elle explorait sa prison dorée, non pas avec curiosité, mais avec la minutie d'une stratège cherchant une faille. Chaque fenêtre était une promesse de liberté inaccessible, chaque porte verrouillée, un rappel de son impuissance. Mais dans cette résistance farouche, elle sentait une fissure dans sa propre armure, un souvenir lancinant de la chaleur de Sacha qui se superposait à la froideur du prince Nikolai, la tourmentant dans la solitude de ses nuits. Nikolai, de son côté, semblait fasciné par sa rébellion. Il l'observait comme on étudie une créature rare et indomptable. Il ne la forçait à rien, se contentant de lui imposer sa présence écrasante. Parfois, il la surprenait à contempler un tableau ou à feuilleter un livre dans l'immense bibliothèque, et un dialogue s'engageait, toujours tendu, toujours à la lisière du conflit. Il lui parlait de l'histoire de sa famille, des terres qui s'étendaient à perte de vue au-delà des murs, comme pour lui faire comprendre l'étendue de son pouvoir, l'inéluctabilité de sa situation. Mais dans sa voix, sous le vernis de l'arrogance, Élodie percevait parfois une note de solitude, une faille infime dans la forteresse de son assurance. C'était dans ces moments-là que le fantôme de Sacha refaisait surface, dans un geste de la main ou une intonation, et son cœur traître battait un peu plus vite, mélangeant la haine et un désir qu'elle refusait d'admettre. Une semaine s'était écoulée, qu'une éternité suspendue dans le temps. La seule autre présence humaine était celle d'une gouvernante âgée, Madame Dubois, une femme au visage sévère, mais dont les yeux trahissaient une lueur de pitié. Elle était le seul lien d'Élodie avec une forme de normalité, lui apportant ses repas quand elle refusait de descendre, s'assurant qu'elle ne manquait de rien, matériellement parlant. C'est elle qui, un matin, déposa sur son lit une robe de soirée en velours bleu nuit, d'une élégance à couper le souffle. « Son Altesse organise une réception ce soir », annonça-t-elle d'une voix neutre. « Il attend votre présence. » La robe était une provocation, une armure de soie qu'il voulait lui imposer pour la présenter à son monde. Non comme une invitée, mais comme un trophée. L'humiliation serait publique, une démonstration de sa victoire. Une nouvelle vague de fureur la submergea, mais avec elle une idée. S'il voulait un spectacle, elle allait lui en donner un. Le soir venu, Élodie descendit le grand escalier, non pas comme une prisonnière vaincue, mais comme une reine. La robe épousait ses formes à la perfection, et elle avait relevé ses cheveux en un chignon complexe qui dégageait la pureté de sa nuque.
Elle portait les diamants qu'il avait laissés à son intention, non comme des chaînes, mais comme des armes. Lorsqu'elle entra dans la grande salle de bal, un silence se fit. Tous les regards se tournèrent vers elle, des visages curieux, méprisants ou envieux. Nikolai l'attendait au bas des marches, une coupe de champagne à la main. Son regard la parcourut de haut en bas, et pour la première fois, elle vit autre chose que de la possession dans ses yeux. C'était de l'admiration, presque de la stupeur, mêlée à une lueur de désir si intense qu'elle en sentit la chaleur sur sa peau. Il lui tendit la main, mais elle l'ignora, passant devant lui avec une grâce étudiée, le laissant seul face à son geste suspendu. La soirée fut un supplice raffiné. Elle fut présentée à des ducs, des ambassadeurs et des magnates de l'industrie, tous membres du cercle intime de Nikolai. Chacun la dévisageait, cherchant à percer le mystère de la femme qui avait été arrachée à son propre mariage. Elle répondait à leurs questions par des sourires énigmatiques et des réponses évasives, jouant le rôle de la captive consentante avec une perfection glaciale. Elle sentait le regard de Nikolai sur elle en permanence, une brûlure dans son dos. Il la suivait, la surveillait, un prédateur gardant sa proie au milieu de la meute. Une femme particulièrement audacieuse, une baronne aux yeux de serpent s'approcha d'elle. « Vous êtes courageuse de vous montrer ainsi », siffla-t-elle. « Après un tel scandale, dites-moi, comment un homme comme le prince peut-il s'intéresser à une héritière déchue ?» La pique était directe, conçue pour la blesser, pour la réduire à son statut de marchandise. Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la main de Nikolai se posa sur le bras de la baronne, sa poigne se resserrant juste assez pour que la femme blêmisse. « C'est précisément parce qu'elle n'est comme personne d'autre que je me suis intéressé à elle. » Sa voix était un grondement polaire qui figea l'atmosphère autour d'eux. « Et je vous conseille de vous souvenir de votre place. » La baronne s'éclipsa, humiliée à son tour. Nikolai se tourna vers Élodie, son visage à quelques centimètres du sien. « Ne crois pas que ton petit jeu m'échappe, » murmura-t-il, son souffle chaud sur sa peau. « Tu joues avec le feu. C'est vous qui l'avez allumé, » répliqua-t-elle sur le même ton. Cela faisait maintenant 10 jours qu'elle était sa prisonnière. La dynamique entre eux était un champ de mine, un mélange explosif de haine, de dépendance et d'une attraction magnétique et destructrice. Madame Dubois observait de loin, tandis que la menace invisible qui avait poussé Nikolai à agir semblait se rapprocher, incarnée par chaque regard suspicieux. Le bal n'était qu'un prélude, une mise en scène avant la véritable confrontation qui se préparait dans l'ombre. Le bal battait son plein, une façade scintillante de civilité recouvrant les tensions sous-jacentes qui vibraient entre Élodie et Nikolai. Chaque danse qu'elle accordait à un autre homme était un défi silencieux. Chaque sourire qu'elle offrait était une arme polie. Il la surveillait de loin, un verre de whisky à la main, ses yeux ne la quittant jamais, un mélange de possessivité et d'une colère froide qu'elle commençait à connaître. C'est alors qu'une nouvelle silhouette fendit la foule, une femme d'une beauté glaciale vêtue de rouge sang, dont la présence fit instantanément chuter la température de la salle. Elle se dirigea droit vers Nikolai, posant une main familière sur son bras, avant de tourner vers Élodie un regard chargé d'un venin ancien et calculateur. C'était Anastasia, la fameuse ex-amante, l'ombre dont il avait prétendu vouloir la protéger, venue réclamer sa place sous les projecteurs du scandale. Anastasia ne perdit pas de temps. D'une voix claire et tranchante qui porta dans le silence soudain, elle s'adressa à Élodie, mais ses paroles étaient destinées à toute l'assemblée. « Alors c'est vous, la petite héritière déchue que Nikolai a recueillie par pitié ?» Le mépris dégoulinait de chaque syllabe. « Dites-moi, est-ce que le confort de ce château vous fait oublier les huissiers qui ont vidé votre appartement parisien? On raconte que votre père est au bord de la faillite, que le nom de la Croix n'est plus qu'une coquille vide. Il fallait bien trouver un nouveau protecteur, n'est-ce pas ?» La cruauté de l'attaque était chirurgicale, exposant la vulnérabilité la plus profonde d'Élodie, sa honte familiale, la transformant en une simple chasseuse de fortune aux yeux de ce monde impitoyable. Chaque mot était un coup de poignard, la clouant sur place, le souffle coupé par l'humiliation publique. Tous les regards se tournèrent vers elle, des centaines d'yeux la disséquant, la jugeant. Mais le seul regard qu'elle cherchait était celui de Nikolai. Elle le supplia silencieusement de la défendre, de démentir, de faire cesser ce supplice. Mais il resta immobile, son visage une forteresse impénétrable, son silence une trahison plus assourdissante que les accusations d'Anastasia.
Il ne la protégea pas. Il la laissa être dévorée par les loups qu'il avait lui-même invités dans sa demeure. Cette inaction fut la véritable humiliation, la confirmation qu'aux yeux de tous, et peut-être même aux siens, elle n'était que cela. Un fardeau, une acquisition opportune. Les murmures venimeux s'élevèrent dans la salle, scellant son sort. Elle était seule, exposée et abandonnée au milieu de la fosse aux lions, et l'homme qui l'y avait jetée se tenait à quelques pas, la regardant se noyer. Anastasia, savourant sa victoire, porta le coup de grâce. Elle s'approcha d'Élodie, un sourire triomphant sur les lèvres. « Ce que vous ne savez pas, ma chère, c'est que Nikolai n'est pas votre sauveur. Il est l'architecte de votre malheur. » Elle marqua une pause, laissant la bombe mûrir. « Il savait pour la chute de votre père bien avant qu'elle ne se produise. Il a même facilité certaines transactions qui ont accéléré la ruine de votre famille. Votre rencontre sur cette île grecque n'était pas un hasard. C'était une étude, une évaluation. Il voulait voir si la fille de la Croix valait la peine d'être sauvée des décombres qu'il aidait à créer. » Le monde d'Élodie bascula. Chaque souvenir avec Sacha, chaque baiser, chaque confidence fut instantanément souillé, transformé en une manipulation cruelle et préméditée. L'amour qu'elle avait cru si pur n'était qu'une illusion, une pièce maîtresse dans un jeu dont elle ignorait les règles. La douleur fut si vive, si totale, qu'elle la laissa vide de toute autre émotion. Il n'y avait plus de colère, plus de peur, seulement un froid glacial qui envahit ses veines. Sans un mot, sans une larme, elle se détourna d'Anastasia, et plus importante encore, elle se détourna de Nikolai. Avec une dignité de reine outragée, elle traversa la salle de bal, la foule s'écartant sur son passage comme la mer devant Moïse. Elle ignora les chuchotements, les regards apitoyés ou moqueurs. Elle marcha la tête haute, le dos droit, chaque pas l'éloignant de l'épicentre de sa destruction. Elle poussa les lourdes portes en chêne du salon et sortit sur la terrasse, accueillant le déchaînement de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Le vent hurlant et la pluie glaciale sur sa peau étaient un baume bienvenu comparé à l'atmosphère suffocante qu'elle laissait derrière elle. Dans la salle de bal, le silence pesant fut rompu. Le masque de contrôle de Nikolai se fissura enfin, laissant place à une fureur glaciale dirigée non pas contre Élodie, mais contre Anastasia et surtout contre lui-même. Il avait hésité, figé par le choc du retour de son passé, et cette seconde d'indécision avait tout coûté. Il vit la porte se refermer sur la silhouette d'Élodie, l'engloutissant dans la nuit et la tempête, et une panique froide le saisit. Il comprit l'ampleur de son erreur, la profondeur de la blessure qu'il venait de laisser infliger. Repoussant Anastasia avec une violence contenue, il se lança à sa poursuite, courant à travers les couloirs du château, son cœur martelant une cadence de regret et de peur. Il devait la retrouver, non plus comme un geôlier rattrapant sa prisonnière, mais comme un homme brisé courant après la seule chose qui donnait un sens à son monde dévasté. Il la poursuivit à travers les couloirs, le cœur battant d'une cadence de regret et de peur, pour finalement déboucher sur la terrasse balayée par les vents. Mais elle n'était plus là. La tempête faisait rage, un miroir parfait du chaos qui venait d'exploser dans sa vie et dans son âme. La pluie glaciale s'abattait sur lui, s'infiltrant dans son costume impeccable, mais il ne la sentait pas. Il ne sentait que le vide béant qu'elle avait laissé derrière elle. Ses yeux balayaient l'obscurité, cherchant une silhouette, un mouvement, un signe. En vain. La porte-fenêtre par laquelle elle s'était enfuie claquait violemment contre le mur de pierre, comme un rire moqueur du destin. Il comprit alors, avec une clarté terrifiante, que son pouvoir, ses gardes, sa fortune ne signifiaient rien face à un cœur qu'il venait de briser. Il avait voulu la posséder, la protéger à sa manière brutale, et il l'avait seulement perdue. Une fureur froide, dirigée contre lui-même, le saisit. Il se retourna, l'urgence remplaçant le désespoir, et son cri résonna dans le château. « Trouvez-la » Élodie avait couru, poussée par une adrénaline pure et une douleur si intense qu'elle en devenait une force motrice. La tempête était sa complice, masquant le bruit de ses pas, lavant les larmes de son visage avant même qu'elle ne puisse couler. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait s'éloigner de lui, de ce château qui était devenu sa prison dorée, de cette vie qui n'était qu'un mensonge magnifiquement orchestré. Guidée par l'instinct, elle trouva une petite porte de service laissée entr'ouverte par un domestique. C'était sa porte de sortie,
son échappatoire. Elle se glissa à travers, laissant derrière elle le velours de sa robe déchirée, les diamants qui brillaient comme des larmes de glace à son cou, et surtout, l'illusion de l'amour. Elle courut à travers les jardins sombres, la boue s'accrochant à ses souliers de satin, jusqu'à ce qu'elle atteigne la grille principale et le monde au-delà. Elle n'était plus l'héritière, ni la captive. Elle n'était personne, une silhouette anonyme disparaissant dans la nuit pluvieuse, renaissant dans la destruction. Les semaines qui suivirent furent un enfer de silence et d'absence pour Nikolai. Le château, autrefois symbole de sa puissance, était devenu un mausolée hanté par le souvenir d'Élodie. Il avait déployé toutes ses ressources, ses meilleurs hommes, la technologie la plus avancée, mais elle s'était évaporée comme un fantôme. Chaque rapport négatif était un nouveau coup de poignard dans son orgueil et dans son cœur. Il passait ses nuits à arpenter les couloirs, s'arrêtant devant la porte de sa chambre, désormais vide et froide. Il revoyait son visage au moment de la révélation d'Anastasia, la lumière s'éteignant dans ses yeux, remplacée par une douleur insondable. Le regret le rongeait, une agonie lente et constante. Il avait cru pouvoir contrôler le destin, plier le monde à sa volonté pour la garder près de lui, mais il n'avait réussi qu'à devenir le monstre qu'elle voyait en lui. La solitude était sa punition, et chaque jour qui passait sans elle creusait un peu plus le vide dans sa poitrine. Pendant ce temps, loin du faste et du drame, Élodie se reconstruisait morceau par morceau. Elle avait trouvé refuge dans un petit village côtier de Normandie, un lieu où les falaises blanches plongeaient dans une mer d'opale et où personne ne connaissait le nom de la Croix. Avec le peu d'argent qu'elle avait réussi à emporter, elle avait loué une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie, dont l'odeur de pain chaud chaque matin était un réconfort simple et tangible. Elle avait trouvé un travail dans une petite librairie, passant ses journées entourée de livres, des mondes de papier où elle pouvait se perdre. Elle se faisait appeler Julie, un nom aussi simple que la vie qu'elle tentait de se bâtir. La douleur de la trahison était toujours là, une braise ardente sous la cendre, mais chaque jour de liberté, chaque vague qui s'écrasait sur la plage, chaque sourire échangé avec un client était une petite victoire, la preuve qu'elle pouvait exister par elle-même, loin de lui. Nikolai était au bord du gouffre. Ses hommes avaient fouillé la France entière, sans succès. Un soir, dans un accès de désespoir, il se réfugia dans la bibliothèque, le seul endroit où il sentait encore sa présence. Il passa ses doigts sur les livres qu'elle avait touchés, cherchant une trace, un indice. C'est alors qu'il se souvint. Une conversation, un soir d'été sur l'île grecque, sous un ciel constellé d'étoiles. Elle lui avait parlé de son rêve secret, d'une vie simple dans un village de Normandie, un endroit qu'elle n'avait vu que sur des cartes postales, avec des falaises d'un blanc éclatant et une lumière particulière. Étretat. Le nom lui revint avec la force d'une révélation. C'était si simple, si évident. Il n'avait pas cherché Élodie, l'héritière, mais la femme qui rêvait de disparaître. Il avait utilisé la logique d'un prince alors qu'il aurait dû écouter le cœur de Sacha. Une nouvelle énergie faite d'espoir et d'une détermination farouche le traversa. Il savait enfin où la chercher. Un mois s'était écoulé depuis la nuit de la tempête. Un mois de silence, de distance, un abîme creusé entre deux mondes. Élodie se tenait sur la plage d'Étretat, le vent salé fouettant ses cheveux, regardant le soleil se coucher derrière l'arche de la falaise d'Aval. Elle avait trouvé une paix fragile, une routine qui la protégeait de ses souvenirs. Au même moment, à des milliers de mètres au-dessus d'elle, Nikolai était dans son jet privé, le regard fixé sur la côte normande qui se dessinait à travers le hublot. Il ne venait pas en conquérant, pas cette fois. Dans sa main, il serrait un petit livre à la couverture usée, un recueil de poèmes qu'ils avaient lus ensemble en Grèce. C'était sa seule arme, sa seule prière. Il n'allait pas la réclamer, mais la retrouver. Il n'allait pas lui imposer sa présence, mais lui offrir un souvenir de ce qu'ils avaient été, espérant, contre toute raison, que Sacha puisse encore exister pour elle. L'atterrissage était imminent, et avec lui la confrontation inévitable. Si cette histoire continue de vous émouvoir, faites-le nous savoir dans les commentaires. Partagez-la avec ceux qui aiment les grandes passions, et restez avec nous pour découvrir la suite. Le jet privé se posa sur une piste d'atterrissage discrète, dissimulée dans la campagne normande, loin des regards curieux. Nikolai refusa l'escorte de ses gardes, choisissant d'affronter seul ce pèlerinage vers son expiation.
Il marcha dans les rues pavées d'Étretat, un fantôme de puissance et de richesse, dans un monde de simplicité et de labeur. L'air iodé lui piquait les poumons. Le cri des mouettes était une complainte stridente qui se moquait de son tourment intérieur. Chaque visage qu'il croisait était une déception. Chaque porte fermée un échec de plus. Il n'était plus le prince dans sa forteresse, mais un homme dépouillé de ses certitudes, cherchant une aiguille dans une botte de foin, guidé uniquement par le souvenir fragile d'une conversation murmurée sous les étoiles grecques. Il cherchait non pas une héritière, mais une femme qui avait rêvé de disparaître, et la peur de ne jamais la retrouver était un poison qui se répandait lentement dans ses veines. Et puis il la vit, à travers la vitrine d'une petite librairie au charme désuet, baignée d'une lumière dorée de fin d'après-midi. Elle était là, tournant le dos à la rue, rangeant des livres sur une étagère. Elle portait un simple pull en laine et ses cheveux étaient attachés en une tresse défaite qui tombait sur son épaule. Un client âgé lui adressa la parole et elle se retourna en souriant. Un sourire authentique, apaisé, d'une beauté si pure qu'il lui coupa le souffle. C'était le sourire qu'il n'avait pas vu depuis l'île, avant qu'il ne le brise. Il la regarda vivre cette existence tranquille qu'elle avait tant désirée, une vie qu'il avait involontairement détruite avant de la reconstruire dans le chaos. Il resta immobile sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre, un prédateur hésitant pour la première fois à troubler la paix de sa proie, conscient que sa simple présence allait anéantir ce fragile sanctuaire qu'elle s'était bâti. Il poussa la porte. La petite cloche au-dessus de sa tête tinta, un son cristallin qui déchira le silence feutré de la boutique et signa la fin de sa paix. Élodie se figea, le livre qu'elle tenait entre les mains lui échappant presque. Elle se retourna lentement, et lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, toute la couleur quitta son visage. Ce ne fut pas un cri, ni un sursaut de peur, mais une transformation glaciale. La chaleur de son sourire s'évanouit, remplacée par un masque de marbre, ses yeux devenant deux éclats de glace. Le client la regarda, puis Nikolai, sentant la tension insoutenable qui venait de naître entre ces deux étrangers. Il murmura des excuses et quitta précipitamment les lieux. Ils étaient nés seuls, entourés par des milliers d'histoires écrites, alors que la leur, la plus douloureuse de toutes, venait de reprendre son cours. « Que faites-vous ici, Votre Altesse ?» Sa voix était un murmure tranchant, chaque mot une barrière infranchissable qu'elle érigeait entre eux. Il fit un pas vers elle, les mains ouvertes dans un geste de reddition qu'elle n'avait jamais vu chez lui. « Élodie, Il s'interrompit, sachant que les excuses étaient vaines, que les mots étaient insuffisants face à la dévastation qu'il avait causée. « Je ne suis pas venu pour te forcer à quoi que ce soit. Je suis venu pour te dire la vérité, toute la vérité cette fois. » Son regard était intense, suppliant, dépouillé de toute l'arrogance princière. « Mon silence, ma disparition en Grèce, l'invasion de ton mariage, tout cela avait une seule et même raison. Une raison qui porte un nom, Anastasia. Je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais plus. Je suis parti parce que je t'aimais trop pour te laisser devenir sa prochaine cible. Elle savait pour nous. Elle était déjà en route pour l'île. Je devais te faire disparaître de sa vie et de la mienne pour te garder en vie. » Elle le dévisagea, son expression un mélange de méfiance et de douleur. Comment pouvait-elle croire un homme dont toute l'existence semblait être un tissu de mensonges et de manipulations? « Et je suis censé vous croire, après ce que vous m'avez fait subir, vous m'avez humilié, séquestré, vous avez laissé cette femme me détruire publiquement dans votre propre château. » Sa voix tremblait de rage contenue. Nikolai ne se défendit pas. Il accepta chaque accusation comme un coup mérité. Puis, lentement, il glissa la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une lettre au papier jauni, pliée et repliée tant de fois que les bords étaient usés. Il la lui tendit. « C'est la dernière lettre qu'elle m'a envoyée en Grèce le jour avant ma disparition. Lis-la, s'il te plaît. Lis-la et tu comprendras la nature du monstre dont j'essayais de te protéger. » Ses doigts tremblants se refermèrent sur le papier. Le contact était froid, comme un présage. Elle déplia la lettre, ses yeux parcourant les lignes tracées d'une encre agressive et obsessionnelle. Les mots étaient un déferlement de haine, de menaces à peine voilées, décrivant avec une précision glaçante ce qu'Anastasia ferait à la petite Française, qui avait osé voler ce qui lui appartenait. La lettre ne laissait aucune place au doute. La menace était réelle, palpable, démente.
Élodie releva la tête, son regard perdu dans le vide. Le monde qu'elle avait construit basé sur la certitude de sa trahison venait de se fissurer. La colère qu'il avait nourrie pendant des mois commençait à s'effriter, laissant place à une confusion vertigineuse. Il n'était peut-être pas le monstre qu'elle avait imaginé, mais un homme qui avait pris des décisions terribles pour des raisons qu'elle commençait à peine à entrevoir. Ils se tenaient là, face à face, la vérité explosive suspendue entre eux dans le silence de la librairie, une vérité qui ne pardonnait rien mais qui changeait tout. Le papier fin tremblait entre ses doigts, une relique fragile d'une haine qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Chaque mot tracé par Anastasia était une cicatrice d'encre, une preuve tangible du danger qui avait plané sur elle sans qu'elle le sache. Le silence de la librairie était devenu assourdissant, un vide où le poids de cette nouvelle vérité s'installait, déplaçant un an de colère et de ressentiment. Elle leva les yeux vers Nikolai. L'homme en face d'elle n'était plus le prince impérieux, ni le ravisseur cruel. C'était Sacha, son Sacha, dont le regard était empli d'une douleur et d'un regret si profond qu'il semblait le consumer de l'intérieur. Il fit un pas prudent vers elle, comme on approche un animal blessé. « J'ai eu tort, Élodie. » Sa voix était à peine un murmure, brisé par le poids de sa confession. « Ma méthode était celle d'un tyran, pas d'un homme qui aime. Je voulais t'enfermer pour te protéger, et je n'ai fait que te blesser. J'ai été aveuglé par la peur de la perdre, elle, et surtout par la terreur de te perdre toi. » Il continua, les mots se déversant de lui comme un torrent trop longtemps contenu, une confession qui mettait son âme à nu devant elle. « Quand j'ai appris que tu allais te marier, j'ai perdu la raison. L'idée que tu appartiennes à un autre, que tu construises une vie où je n'étais qu'un fantôme, c'était insupportable. Je savais qu'Anastasia te retrouverait, qu'elle ne te laisserait jamais en paix. Alors, j'ai choisi la seule solution que mon esprit arrogant pouvait concevoir, la force. T'arracher à ta vie pour t'imposer la mienne, en croyant stupidement que les murs de mon château seraient une protection suffisante. Mais un cœur ne se protège pas par des murs, il se protège par la confiance. Et j'ai brisé la tienne de la manière la plus brutale qui soit. Chaque jour sans toi a été une torture, une leçon d'humilité que je méritais amplement. Je ne te demande pas de pardonner l'enlèvement, mais de comprendre la peur qui l'a motivé. La peur d'un homme qui t'aime plus que sa propre vie. Ces paroles étaient un baume et un poison à la fois. Elles apaisaient la brûlure de l'abandon mais ravivaient la douleur de l'humiliation. Des larmes silencieuses se mirent à couler le long de ses joues, des larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir. Comprendre ? Sa voix se brisa. Comment puis-je comprendre que l'homme qui prétendait m'aimer m'ait traité comme une possession, un trophée à réclamer devant le monde entier? Tu as fait de ma vie un scandale, de mon cœur un champ de ruines. Tu m'as laissé seule face à cette femme, dans ton propre château. Tu l'as laissée me dévorer vivante. Où était ta protection à ce moment-là? Où était l'amour? Chaque question était un coup porté à son armure, mais il ne recula pas. Il accepta chaque mot, chaque accusation, comme une pénitence. Il voyait la guerre qui se livrait en elle, la lutte entre la mémoire de l'homme qu'elle avait aimé et la réalité de celui qui l'avait détruite. Il s'approcha encore, jusqu'à ce que l'espace entre eux ne soit plus qu'un souffle. Lentement, avec une infinie précaution, il leva la main et effleura sa joue, essuyant une larme du bout de son pouce. Le contact fut une décharge électrique, un pont fragile jeté au-dessus de l'abîme de leur douleur. Cette fois, elle ne recula pas. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à cette chaleur qu'elle avait cru perdue à jamais. « Tu as raison », murmura-t-il, son front contre le sien. « À ce moment-là, j'ai échoué. J'ai été paralysé par mon propre passé, par le pouvoir qu'elle a encore sur moi. Mon silence a été ma plus grande lâcheté. Laisse-moi passer le reste de ma vie à te prouver que je peux être l'homme que tu mérites. Laisse-moi te protéger non plus par la force mais par la dévotion. Dis-moi seulement que ce n'est pas trop tard. » Sa vulnérabilité était totale, un désarmement complet. Il n'était plus un prince, mais un homme à genoux, suppliant pour sa rédemption. Il n'y eut plus de mots, car les mots étaient devenus inutiles. Élodie ouvrit les yeux et dans leur profondeur humide, il lut sa réponse. Elle se hissa sur la pointe des pieds, ses mains se posant sur son torse, sentant le battement frénétique de son cœur sous sa paume. Et elle l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser de pardon facile, mais une collision de deux âmes meurtries cherchant à se retrouver. C'était un baiser qui contenait toute l'amertume de l'année écoulée, toute la fureur de l'humiliation
mais aussi toute la passion incandescente de leur nuit grecque et tout l'espoir désespéré d'un avenir possible. Ils s'agrippèrent l'un à l'autre au milieu des histoires silencieuses qui les entouraient, comme deux naufragés s'accrochant à un radeau au milieu de la tempête. Le monde extérieur, la librairie, le village, tout disparut. Il n'y avait plus qu'eux, et cette certitude brûlante que leur histoire, si tragique et tordue soit-elle, n'était pas encore terminée. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, le souffle court, la lumière du crépuscule filtrait à travers la vitrine, les enveloppant d'une aura dorée. La paix qui s'installa entre eux n'était pas une absence de conflit, mais un armistice, une promesse de reconstruction. Il tenait son visage entre ses mains, son regard gravant chaque détail comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Plus jamais », dit-il, sa voix un serment solennel. « Plus jamais de secrets, plus jamais de murs, je serai ton refuge, pas ta prison. » Elle acquiesça, posant sa tête contre son épaule, respirant son odeur pour la première fois sans que la douleur ne s'y mêle. Dès le lendemain, ils quittèrent ce havre de paix normand, non pas comme un ravisseur et sa captive, mais comme deux personnes choisissant de faire face ensemble à la menace qui planait toujours. Il lui prit la main, entrelaçant leurs doigts, et lui promit un nouveau commencement, une union choisie, non imposée, qui scellerait leur destin loin du chaos de leur passé. 1 an plus tard, la lumière ne filtrait plus à travers les vitraux d'une cathédrale parisienne, mais inondait la chapelle privée du château, baignant la Seine d'une clarté douce et dorée. Élodie se tenait de nouveau devant un autel, mais cette fois, chaque fibre de son être vibrait d'une certitude sereine. Sa robe, une création simple et fluide en soie sauvage, avait été son choix, tout comme l'homme qui se tenait à ses côtés. Nikolai, son Nikolai, ne portait pas l'armure de son arrogance princière, mais un costume sobre qui ne parvenait pas à dissimuler la vulnérabilité dans son regard. Quand il souleva son voile, ce ne fut pas un geste de possession, mais une caresse empreinte de vénération. Leurs vœux ne furent pas des mots dictés par le devoir, mais des serments murmurés, forgés dans le feu de l'épreuve, la promesse d'un amour qui avait survécu au chaos pour renaître dans la confiance. Devant une assemblée restreinte, ils scellèrent une union non pas arrangée, mais conquise. Leur vie quotidienne avait transformé la forteresse de pierre en un foyer vibrant de chaleur et de rire. Les couloirs autrefois silencieux et menaçants résonnaient désormais des gazouillis de leur fils Alexandre, un petit prince aux yeux sombres de son père et au sourire lumineux de sa mère. Le grand salon, théâtre de leur première confrontation, était devenu leur refuge, où ils passaient leurs soirées près du feu, non plus dans une guerre de regards, mais dans une complicité paisible. Nicolas n'était plus le geôlier, mais un père dévoué, changeant maladroitement les couches, racontant des histoires à son fils dans un murmure grave qui faisait autrefois trembler Élodie et qui maintenant la comblait de tendresse. Elle, de son côté, avait trouvé sa place, non comme une princesse captive, mais comme le cœur battant de ce royaume, insufflant vie et amour dans chaque recoin de leur existence partagée, prouvant que même les prisons les plus froides peuvent devenir des sanctuaires. Les fantômes du passé avaient été apprivoisés, leurs ombres transformées en lumière. Un jour, Nikolai lui avait présenté, sans un mot, les documents qui officialisaient la restauration complète de la fortune et de l'honneur de la famille de la Croix, un acte de réparation silencieux et absolu. L'île grecque, autrefois un souvenir doux amer de trahison, était devenue leur destination de pèlerinage annuel, un lieu sacré où ils retournaient avec leur fils pour honorer le commencement chaotique de leur histoire. La lettre d'Anastasia reposait dans un coffre-fort, non plus comme une menace, mais comme un rappel du précipice dont ils s'étaient sauvés. Les mêmes journaux à scandale qui s'étaient délectés de leur humiliation publiaient désormais des photos de leur bonheur familial, transformant leur histoire de scandale en un conte de fées moderne, un témoignage du pouvoir rédempteur d'un amour qui avait refusé de mourir. Nikolai avait changé. Le monde voyait toujours en lui le prince puissant et impitoyable, mais Élodie voyait l'homme derrière le masque. Elle le voyait dans la manière dont il s'endormait chaque nuit, une main posée sur elle, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Elle le voyait dans la façon dont son regard s'adoucissait lorsqu'il observait Alexandre faire ses premiers pas sur les pelouses du domaine. L'orgueil était toujours là, mais il était désormais au service de sa famille, une force protectrice plutôt qu'une arme de possession. Élodie, elle, avait fleuri.
La jeune femme brisée qui avait fui sous la tempête avait laissé place à une reine sereine, dont la force ne résidait plus dans la rébellion, mais dans une confiance inébranlable en l'homme qu'elle avait choisi de pardonner et d'aimer. Elle n'était plus une héritière fuyant son destin, mais une femme qu'il avait embrassée et réécrit selon ses propres termes. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur la terrasse où elle s'était autrefois enfuie, la nuit était calme et étoilée, un miroir paisible de leurs âmes apaisées. Alexandre dormait à l'intérieur, en sécurité. Nikolai l'a pris dans ses bras, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Il ne dit rien, mais son étreinte parlait pour lui. Elle contenait le regret de chaque larme qu'il lui avait fait verser, la gratitude pour sa seconde chance et la promesse d'une éternité de dévotion. Elle se retourna pour lui faire face, posant sa main sur son cœur. « Tu te souviens de la première chose que tu m'as dite après m'avoir arraché à mon mariage ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête, une ombre de honte dans ses yeux. « Que tu m'appartenais. » Elle lui sourit, un sourire plein d'amour et de pardon. « Tu avais tort, dit-elle doucement. Je ne t'appartiens pas. Je suis à toi. Et c'est un choix que je referai chaque jour de ma vie. » Leur histoire n'avait pas commencé comme un conte de fées, mais par une invasion, un acte de possession barbare qui avait fait voler en éclats un monde d'apparence. Pourtant, de ce chaos était née une vérité plus profonde, un amour forgé dans l'épreuve, purifié par le pardon. En la regardant ce soir-là, sous le ciel étoilé qui avait été témoin de leur premier baiser et de leur réconciliation, Nikolai comprit que son plus grand acte de pouvoir n'avait pas été de la capturer, mais de s'abandonner à elle, de lui rendre sa liberté pour qu'elle puisse choisir de revenir. Leur amour était leur véritable royaume, un empire bâti non sur la peur, mais sur la rédemption. Quelle partie de leur voyage, de la fureur à la tendresse, vous a le plus touché? Partagez vos émotions dans les commentaires, et si ce récit a fait battre votre cœur, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Un nouveau destin vous attend.